Imaginez une nation entière qui fait la fête. Un festival de 10 ans, fait de jeunesse, de jazz et d'optimisme sans bornes. Bienvenue dans les années folles. Après l'obscurité de la Grande Guerre, l'Amérique était prête à vivre et à devenir riche. Le futur n'était pas seulement radieux, il était électrique. Ce n'était pas qu'un sentiment, c'était une réalité visible dans les rues. Les voitures, autrefois un luxe, roulaient hors des chaînes de montage de Henry Ford aux mains de familles ordinaires. Les radios crépitaient dans chaque salon, rapprochant le monde. Les gratte-ciels, symboles de ce nouveau pouvoir, griffaient les nuages au-dessus de New York. Et au cœur de cette frénésie se trouvait une nouvelle religion, la bourse. Pour la première fois, Wall Street n'était pas un club privé pour banquiers en haute forme. C'était le jeu du peuple. Le message, martelé par tous les journaux, était simple et enivrant. Dans cette nouvelle ère de prospérité permanente, n'importe qui pouvait s'acheter une part du rêve américain. Et, tout comme les Parisiens s'étaient pressés rue Quincampoix pour un bout du rêve de John Law, ou comme les Anglais avaient parié leurs économies sur des lignes de chemin de fer qui n'existeraient jamais, l'Américain moyen, du cireur de chaussures au magnat de l'industrie, en vint à croire que Wall Street était un aller simple vers la richesse. Alors, comment cette croyance s'est-elle transformée en la plus grande bulle financière de l'histoire ? La réponse tient en une seule et puissante innovation financière, l'achat sur marge. Le concept était dangereusement simple. Pour acheter une action, vous n'aviez pas besoin de payer l'intégralité du prix. Vous pouviez verser un petit acompte, disons 10%, et un courtier vous prêtait les 90% restants. C'était de la dynamite financière. Si une action à 100 $ montait à 110, vous n'aviez pas gagné 10 $ sur vos 100 $ investis. Vous aviez gagné 10 $ sur votre minuscule acompte de 10 $. Vous aviez doublé votre mise. C'était la même logique enivrante que celle de la tulipomanie. Parier sur l'avenir avec de l'argent qu'on n'avait pas. Mais cette fois, suralimenté par le moteur de Wall Street. Ce crédit facile a alimenté une spirale ascendante implacable. À mesure que les cours montaient, les gens utilisaient leurs profits papier comme garantie pour emprunter encore plus d'argent, pour acheter encore plus d'actions, poussant les prix toujours plus haut. La machine semblait inarrêtable. C'était une boucle de rétroaction parfaite, bâtie sur la confiance et la dette. En 1928, le marché ne montait plus, il était en fusée. Il s'était détaché de toute réalité économique, comme une montgolfière dont on aurait coupé la corde. Il ne s'agissait plus des profits d'une entreprise ou de ses innovations, il s'agissait de pure spéculation. Les salles de clientèle des maisons de courtage étaient devenues les nouveaux temples de la richesse. Des foules de gens ordinaires, des employés aux femmes au foyer, restaient debout des heures, hypnotisés par le cliquetis du télégraphe boursier, crachant un flot infini de chiffres à la hausse sur un tableau noir géant. L'ambiance était électrique. Une croyance partagée qu'ils avaient tous découvert le secret de la richesse sans effort. C'était une obsession nationale. Dans les dîners, la conversation tournait autour d'une seule question. Sur quoi tu mises ? Le cireur de chaussures vous donnait un tuyau sur RCA en même temps qu'un coup de brosse. La logique était la même que celle qui avait saisi la Grande-Bretagne lors de la Railway Mania un siècle plus tôt. Une technologie révolutionnaire, la production de masse, l'électricité, l'automobile semblaient garantir une croissance infinie. Les gens ne parlaient pas d'une bulle, mais d'un plateau de prospérité permanent. Les signes avant-coureurs étaient là. Quelques économistes, comme Roger Babson, ont prévenu que tôt ou tard, un krach surviendra. Mais ils furent rejetés comme de simples rabat-joie. Pourquoi écouter la raison quand votre voisin faisait fortune ? Le marché était dominé par la théorie du plus grand fou. La croyance que peu importe le prix élevé que vous payiez, il y aurait toujours un fou plus grand que vous, prêt à vous le racheter encore plus cher. La musique jouait fort et vite, et dans cette salle de bal nationale, tout le monde continuait de danser. Et puis, c'est arrivé. Fin octobre 1929, la musique s'est arrêtée. La confiance, qui avait mis des années à se construire, s'est évaporée en un instant. Tout a commencé le jeudi 24 octobre. Le jeudi noir. Une vague de vente a déferlé sur le marché, mais c'était différent. Pour chaque vendeur, il n'y avait aucun acheteur. La machine était grippée. La spirale de la chute fut encore plus vicieuse que celle de la montée.
L'appel de marge fut le couperet du bourreau. Les courtiers envoyèrent des télégrammes frénétiques exigeant que les investisseurs remboursent leurs prêts immédiatement. Mais comment? L'argent était parti, investi dans des actions qui ne valaient plus rien. Pour couvrir le prêt sur une action, il fallait en vendre une autre, ce qui faisait baisser les prix davantage, déclenchant encore plus d'appels de marge. C'était une réaction en chaîne, de pure terreur automatisée. Le parquet du New York Stock Exchange, jadis un temple de l'optimisme, devint un puits de désespoir. Des hommes hurlaient, pleuraient, et regardaient avec incrédulité leur travail d'une vie disparaître sur le télégraphe. Mardi 29 octobre. Le mardi noir. Le jour où la digue a vraiment cédé. 16 millions d'actions furent vendues, un record qui tiendra des décennies. Des milliards de dollars disparus. Le grand rêve américain était devenu un cauchemar. Le crack n'était pas seulement un événement financier, c'était un événement culturel. La fête était finie et l'addition était arrivée. Et ce n'est pas seulement Wall Street qui a payé. L'onde de choc a frappé chaque rue d'Amérique et puis le monde. Les banques, qui avaient joué avec l'argent de leurs déposants, firent faillite par milliers, pulvérisant les économies d'une vie. Ce fut l'étincelle qui alluma la Grande Dépression. Une décennie de pauvreté inimaginable. Des familles perdirent leurs maisons, construisant des bidonvilles qu'ils surnommèrent amèrement les Hoovervilles. Une génération fut marquée au fer rouge, apprenant à la dure les leçons de l'épargne, de la dette et de la fragilité des rêves. Alors, était-ce une arnaque géante? Contrairement à un schéma de Ponzi, le crack n'a pas été orchestré par un seul cerveau criminel. Il n'y avait pas de Victor Lustig vendant la Tour Eiffel. La tragédie de 1929, c'est que l'illusion était collective. Les mensonges qu'ils ont achetés étaient ceux qu'ils se racontaient à eux-mêmes. Alors, quelles sont les leçons? Leçon 1. Les mots les plus dangereux en finance sont « cette fois, c'est différent ». La technologie, qu'il s'agisse des chemins de fer, des radios ou d'Internet, a beau être révolutionnaire, cela ne veut pas dire que le prix de ses actions peut défier les lois de la gravité financière. Éternellement. Leçon 2. L'effet de levier, l'achat sur marge, est une arme à double tranchant. Il propulse vos gains à la montée, mais il garantit l'annihilation totale à la descente. Et leçon 3, les humains ne sont pas rationnels. Nous sommes des créatures de cupidité, de peur et de comportement grégaire. Le cycle de l'expansion et de la récession n'est pas qu'une ligne sur un graphique. C'est le rythme de la psychologie humaine. La fête des années folles est terminée depuis longtemps, mais la musique, sous de nouvelles formes, recommence toujours. Si cette plongée dans les grandes tempêtes financières de l'histoire vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Et vous, quelle grande crise historique aimeriez-vous que l'on explore? Dites-le nous en commentaire.